Bonjour et bonsoir à vous, internautes d'Aéro Masterclass. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une des premières crises majeures de la guerre froide qui a vu se mettre en place une formidable organisation dédiée à une seule tâche, ravitailler par les airs une population de 2,3 millions d'habitants. Plus qu'une opération aérienne, le pont aérien de Berlin fut un symbole d'espoir pour toute une population. Nous sommes en 1948 et après cet événement, le trafic aérien ne sera plus jamais comme avant. La mésentente à propos de la gestion de l'Allemagne d'après-guerre entre les Russes d'une part et les Américains, Britanniques et Français d'autre part fut à l'origine du blocus de Berlin. Si l'URSS voulait un État vassal, les Américains et les Anglais penchaient pour un État économiquement indépendant. Cherchant à étendre son influence en Europe sans aller au conflit armé direct, le 24 juin 1948, Staline décida de bloquer Berlin-Ouest en la coupant des routes, des chemins de fer et des voies fluviales. Il espérait, en faisant cela, que les Occidentaux quitteraient la ville. 2,3 millions de personnes se retrouvèrent bloquées. Avant le blocus, c'était 12 000 tonnes de fournitures qui étaient acheminées par voie terrestre et fluviale à Berlin-Ouest. Ces voies fermées, seule subsistait la voie des airs pour venir en aide à la ville. Les Russes et la plupart des Occidentaux jugeaient impossible le ravitaillement de la ville par avion. Tout le monde avait en tête le désastreux pont aérien de Stalingrad. Durant le siège de la ville, qui se solda par la perte de la 6e armée allemande, la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, avait failli à ravitailler la garnison encerclée. Et, à cette époque, il ne s'agissait que de 370 tonnes par jour. Les Occidentaux non plus ne voulaient pas d'un conflit armé. Le pont aérien fut l'unique autre solution proposée. Dès le premier jour, des avions firent les allers et retours entre la zone occidentale et Berlin-Ouest. Mais c'était surtout pour pallier au strict nécessaire en attendant une rapide résolution diplomatique de la crise, qui ne vint pas. Ils se rendirent assez vite à l'évidence qu'un bras de fer difficile venait de commencer, dont l'issue laisserait un seul vainqueur. La diplomatie s'enlisait et le pont aérien perdurait. Mais, à la grande surprise des Russes, les Occidentaux tinrent bon. De nouveaux matériels plus performants permirent de maintenir une noria d'avions jour et nuit, 7 jours sur 7. Le pont aérien de Berlin fut le crépuscule du C-47 Skytrain et le règne sans partage du C-54 Skymaster. Il était loin le temps du lent Junker 52 ravitaillant tant bien que mal la poche de Stalingrad. En 1949, au-dessus de Berlin, c'était le temps du radar d'approche et des systèmes d'aide à l'atterrissage. Grâce à des balises de radionavigation, les pilotes suivaient leur route sans dévier, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'était le début de l'aviation moderne, du transport de fret et de passagers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et si certains dirent que la France brilla par son absence, c'était oublier qu'à cette époque, elle fit ce qu'elle put avec ses maigres moyens, affaiblie par 4 années d'occupation qui mirent à genoux son industrie aéronautique. Mais sa contribution ne fut pas aussi insignifiante, en plus d'avoir grandement contribué à la construction de l'aéroport de Tegel et sa gestion. Elle marqua les esprits par un coup magistral porté aux soviétiques. Les Anglo-Américains en avaient rêvé, les Français le firent. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler d'avions cargo, de trafic aérien, de Black Friday et de parachutage de bonbons. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur des articles ou témoignages de personnes ayant vécu l'événement ainsi que les rapports d'activité de l'US Air Force et de la Royal Air Force. Commençons par un peu d'histoire. Les raisons qui conduisirent à cette première crise majeure de la guerre froide remontaient à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la suite de sa défaite, les 3 grands vainqueurs actèrent la partition de l'Allemagne en 4 zones distinctes. Une zone à l'est sous l'influence de l'URSS, 3 zones à l'ouest sous l'influence des Américains, Britanniques et Français. Même traitement pour Berlin, qui fut divisé en 4 zones, chaque nation ayant sa propre zone à administrer. Les 4 alliés assumeraient l'autorité suprême en Allemagne jusqu'à ce qu'elle retrouve sa souveraineté. Chaque zone était dirigée par un commandant qui lui-même siégeait au sein du Conseil de contrôle quadripartite
où les décisions étaient prises à l'unanimité. À ce stade, l'Allemagne, même divisée en zones d'influence, restait un pays à part entière. À l'intérieur, les biens et les personnes circulaient librement. Il fut également admis que les Occidentaux pouvaient traverser librement la zone sous influence soviétique pour rejoindre la zone occidentale berlinoise. Les Russes ne remettaient pas en cause ce droit de passage. C'est à cette époque que 3 corridors aériens furent créés, un au nord, un au sud et un au centre. Cependant, il y avait des divergences d'opinion sur la marche à suivre. Staline voulait maintenir un statu quo en Allemagne avec un niveau de misère comparable entre les différentes zones. Et surtout, il voulait récupérer Berlin, enclave occidentale dans ses territoires. Staline voulait une Allemagne unifiée avec Berlin comme capitale qu'il contrôlerait. De l'autre côté, les Anglo-Américains voulaient une Allemagne forte et indépendante, capable de subvenir à ses besoins. Winston Churchill avait prophétisé que l'Europe ne se relèverait jamais tant qu'elle serait enchaînée à un cadavre allemand. Pour répondre à cela, le 28 juillet 1946, les États-Unis proposèrent d'unifier économiquement les zones d'occupation. Cette proposition fut rejetée par l'URSS et la France. En conséquence, les Britanniques et les États-Unis fusionnèrent économiquement leurs zones, donnant naissance à la Bisonne en décembre 1946. La divergence française d'opinion par rapport à ses alliés s'expliquait par le fait que, à cette époque, la France travaillait à ses propres intérêts. Elle n'était pas pour un État fort allemand et ne tenait pas à devoir revivre une 4e guerre à ses frontières avec l'Allemagne. Ce fut en 1947, année charnière, que les tensions s'intensifièrent. La France se rapprocha définitivement de ses alliés américains et britanniques. Elle avait pris conscience qu'elle n'était plus une grande puissance, pouvant définir seule sa vision sur la question allemande. Il n'était pas dans son intérêt de se retrouver isolée, le danger n'étant plus l'Allemagne, mais l'Union soviétique. En effet, Staline était en train petit à petit d'étaler son influence sur l'Europe de l'Est en imposant des régimes communistes partout où il le pouvait, soit en truquant des élections, soit par des coups de force. La Bulgarie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologne, entre autres, tombèrent entre ses mains. La France s'associa à la bisonne existante pour créer une trizone économique. Entre-temps, un conseil économique allemand pour organiser les finances, l'industrie, les transports, l'alimentation et l'agriculture avait été créé. L'étape suivante consistait à mettre en place une nouvelle monnaie. Cette étape fut préparée en secret sans en référer aux Russes. S'il était prévu de ne distribuer cette nouvelle monnaie qu'uniquement dans les territoires occidentaux, elle ne manquerait pas de circuler ensuite dans les territoires soviétiques. Cette monnaie, plus forte que l'ancienne, aurait de grandes chances de dévaloriser celle utilisée par les Russes. Ces derniers, sentant que quelque chose se préparait, commencèrent à réfléchir à un moyen de réguler et restreindre les entrées et sorties de Berlin-Ouest. Le but étant de rendre la situation intenable aux Occidentaux pour les faire partir de la ville. Le 20 mars, lors d'un conseil interallié, Russes et Occidentaux, sentant que chacun préparait quelque chose, demandèrent des explications. Mais devant le mutisme de chacun, le maréchal Sokolovski, commandant militaire soviétique à Berlin, quitta le conseil de contrôle interallié pour ne plus y revenir. Le 31 mars, Sokolovski donna l'ordre de contrôler rigoureusement les entrées et sorties de Berlin-Ouest. Certains trains furent renvoyés vers leur gare de départ. Le 9 avril, les Russes, toujours suspectant les Occidentaux de préparer quelque chose, fermèrent la seule route reliant Berlin à l'Allemagne de l'Ouest, en plus des restrictions ferroviaires déjà en place. C'était le début du petit blocus, qui durera jusqu'à la fin du mois. Les Occidentaux mobilisèrent leurs avions dans un petit pont aérien afin de pouvoir continuer à subvenir aux besoins de leur garnison. De ces événements, les Russes tirèrent une leçon. Ils estimèrent qu'il serait trop coûteux d'envisager de ravitailler la ville par un pont aérien. Le 20 juin 1948, c'est le début de la réforme monétaire occidentale. La nouvelle monnaie fut introduite dans la trizone, sauf à Berlin. Le 22 juin, les soviétiques lancèrent une contre-réforme monétaire en urgence dans les secteurs russes, dont Berlin, en réponse à la nouvelle monnaie occidentale. Le 23 juin 1948, les autorités occidentales décidèrent d'élargir leur réforme monétaire à Berlin-Ouest. Le 24 juin 1948, sous prétexte de travaux et d'incidents techniques, les Russes coupèrent toutes les voies routières,
ferroviaires et fluviales reliant Berlin-Ouest à l'Allemagne de l'Ouest et arrêtèrent tous les approvisionnements en vivres, électricité et gaz en provenance de la zone russe. Seuls les couloirs aériens restaient ouverts. La population berlinoise ainsi que les garnisons américaines, anglaises et françaises furent coupées du monde. Si les Occidentaux avaient pressenti et pris des mesures de ravitaillement de leur personnel, ils n'avaient pas anticipé de devoir ravitailler également la population. Le général Clay, commandant les forces du secteur américain de Berlin, proposa de forcer le blocus avec une colonne de blindés. Au contraire, les Anglais proposèrent, sous l'initiative du gouverneur militaire britannique Brian Robertson et du commodore Rex Waite, l'idée d'un pont aérien. D'après les calculs de Rex Waite, il serait possible de ravitailler la ville durant une courte période pour laisser le temps à la diplomatie de régler le conflit. Comme aucune des parties ne voulait de la guerre, les Occidentaux se rabattirent vers la seule solution pacifiste, le pont aérien. Ce pont aérien prit une organisation assez classique, avec une livraison en porte-à-porte des marchandises. Pas de parachutage de colis au-dessus de la ville, au risque de tout éparpiller. Il était prévu de faire des temps de déchargement les plus courts possibles à Berlin pour ne pas l'engorger. À cet effet, les avions firent le voyage avec suffisamment de carburant pour un aller-retour. À ce stade des événements, il n'y avait aucune coordination entre les trois alliés. Avec 2,3 millions de personnes en plus des garnisons occidentales à ravitailler, la ville se retrouvait dans une situation critique. Elle n'avait aucun stock. Berlin-Ouest ne pouvait tenir tout au plus que quelques jours. Une bonne partie de la classe dirigeante occidentale voulait abandonner la ville, la jugeant indéfendable. La population allemande, de son côté, était dans l'attente et la méfiance. À cette époque, que ce soit russes ou occidentaux, c'était la même chose pour eux. Les deux blocs étaient vus comme des occupants. Que pouvaient faire les occidentaux ? Choisir la facilité en abandonnant la ville aux Russes, en plus d'être humiliant, pourrait avoir des dégâts irréversibles sur l'opinion allemande à leur égard, voire même l'Europe entière. Au contraire, rester prouverait à cette même population qu'elle pouvait compter sur eux. Plus important qu'une victoire militaire, il y avait une victoire diplomatique à gagner. À la suite des destructions de la guerre, Berlin dépendait intégralement de l'approvisionnement extérieur. En temps normal, nourriture, charbon, pétrole et autres marchandises convergeaient vers la ville. En tout, plus de 12 000 tonnes d'approvisionnement quotidien. Les Américains estimèrent à 700 tonnes par jour le maximum aérotransportable, alors qu'une première évaluation statua sur un besoin minimal de 4 500 tonnes par jour. Cela signifiait qu'il fallait délivrer 3 tonnes de marchandises à la minute. La principale contrainte étant les espaces aériens. Les couloirs étaient petits et la zone de Berlin étroite. Un nombre trop important d'avions risquerait de les saturer. Cela devint une course contre le temps de vol, le temps de chargement et de déchargement, le temps d'attente. Du point de vue machine, il fallait un avion permettant de porter une charge lourde et vite pour faire le plus de rotations possible en 24 heures. Mieux valait 3 rotations à 6 tonnes plutôt que 6 rotations à 3 tonnes. Du point de vue technique, pour voler sous n'importe quelle condition météo, il fallait des systèmes d'aide à la navigation et à l'atterrissage. Et pour la sécurité des vols, des systèmes de détection et de radiocommunication. Du point de vue infrastructure, multiplier les pistes et les aéroports, aussi bien au départ qu'à l'arrivée, permettrait de mieux répartir la charge de travail et accueillir plus d'avions. En plus des sujets évoqués juste avant, il fallait également adresser la question de l'usure des pistes, l'approvisionnement en marchandises des aéroports de départ, la gestion du personnel et la maintenance des avions. L'affaire s'avérait complexe et il fallut du temps pour que le pont aérien soit raisonnablement efficace. Focalisons-nous maintenant sur les moyens dont disposaient les Occidentaux au début du pont aérien. Commençons d'abord par les aéroports. Dans la zone de Berlin, vous aviez 2 aéroports. L'aéroport de Tempelhof, en zone américaine, et l'aéroport de Gatow, en zone anglaise. L'aéroport de Tempelhof disposait d'une unique piste de 1520 mètres en plaques d'acier perforées, posées à même le sol. Les plaques d'acier perforées permettaient de construire rapidement des aérodromes sommaires et provisoires. De l'autre côté, l'aéroport de Gatow disposait aussi d'une piste en plaques d'acier de 1370 mètres. Mais
avait une deuxième piste en béton en cours de construction de 1830 mètres. Elle fut terminée le 16 juillet. Si la piste en béton de Gâteau était de belle facture, les pistes en plaques d'acier ne pouvaient pas soutenir un rythme important d'atterrissage et de décollage sur une période longue, à plus forte raison avec des avions lourds. Elles étaient à peine capables de soutenir quelques vols de C-47. Les Occidentaux durent les renforcer et les allonger. Pour rejoindre Berlin, les avions décollaient depuis 5 aérodromes en zone anglaise et 2 aérodromes en zone américaine. En zone anglaise, vous aviez l'aéroport de Wunstorf, de Hamburg-Finkenwerder, de Buchbourg, de Fasberg, de Lübeck et 3 autres aérodromes qui se rajoutèrent en milieu de pont aérien pour soutenir les opérations et augmenter le nombre d'avions pouvant être mis en l'air. Il s'agissait des aéroports de Hambourg-Fuhlsbüttel, l'aéroport de Schleswig-Land et l'aéroport de Celle. Pour la zone américaine, nous avions l'aéroport de Wiesbaden et l'aéroport de Rhein-Main, tous les deux à côté de Francfort. La plupart de ces aérodromes nécessitaient une modernisation de leur installation. La finalité recherchée était d'avoir au moins 2 pistes parallèles par aéroport, une pour les décollages et une pour les atterrissages. Une 3e piste parallèle aux 2 autres avait été provisionnée pour servir de remplacement dans le cas où des travaux de réparation devaient être réalisés sur une des 2 autres pistes. Mais le blocus s'arrêta avant que ce plan soit appliqué. Voyons maintenant le bestiaire aéronautique qui opéra depuis ces aéroports. 3 types d'avions se distinguaient. Les avions de transport datant de la Deuxième Guerre mondiale, les plus répandus. On y trouvait le C-47 Skytrain, appelé aussi Dakota pour les Britanniques. C'était l'avion, au début du blocus, le plus répandu en Europe. Ensuite, vous aviez le C-54 Skymaster. Ce quadrimoteur de transport fut exclusivement utilisé par les Américains. Il devint le cheval de bataille du blocus. Ce fut l'avion que l'on trouva en plus grand nombre à la fin. Ensuite, vous aviez le AAC-1 Toucan, doyen du pont aérien, version française du Junker 52 allemand. Sa conception remontait au milieu des années 30. Si l'histoire de cet avion vous intéresse, je vous conseille de visionner la vidéo sur Aero Masterclass faite par Nicolas Delemos sur le sujet. La Royal Air Force utilisa également des hydravions Sunderland. Et pour finir ce bestiaire de la Seconde Guerre mondiale, nous avions le très britannique Avro York. Le York était un dérivé du bombardier Lancaster. Ensuite, après avoir énuméré les avions datant de la Seconde Guerre mondiale, on trouvait les avions dits modernes, mis en service après la Seconde Guerre mondiale. Paradoxalement, ils ne furent pas utilisés en grand nombre. Vous aviez d'abord le C-82 Packet, qui servit au transport de marchandises volumineuses, comme des voitures ou des bulldozers. Les Anglais, eux, pour cette même tâche, utilisèrent le Bristol Freighter. Pour les gros volumes, quelques C-74 Globemaster, premier du nom, furent utilisés. Sur la fin du blocus, on trouva même un C-97 Stratofreighter, qui fut utilisé sur quelques vols à titre d'essai. Côté britannique, nous avions les Avro Tudor 2 et 5, des avions de ligne datant de juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour finir cette seconde catégorie, nous avions le Handley Page Hastings. Développé après la guerre, ce fut l'avion le plus moderne déployé par les Anglais. Dans la dernière catégorie de ce bestiaire, nous trouvions les affreux. Ce que j'appelle les affreux, c'est-à-dire des bombardiers datant de la Seconde Guerre mondiale grimés en avions cargo. S'ils pouvaient aisément transporter entre 6 et 8 tonnes, le faible volume de leurs cellules ne leur permettait pas de transporter une grande quantité de marchandises ou de passagers. Cependant, ils se firent un nom en tant que citerne volante. Nous avions donc l'Avro 691 Lancastrian. C'était un bombardier Lancaster modifié initialement en avion de transport de passagers. Dans la même veine, on trouve également des Halton. Comme les Lancastrians, le Halton était un bombardier Halifax qui avait été transformé pour les besoins civils. Et pour finir cette liste, nous avions des Consolidated Liberator. Bombardiers durant la Seconde Guerre mondiale, ils furent pour certains utilisés à des fins civiles, et notamment pour le transport de carburant sur le pont aérien. Après avoir passé en revue les aérodromes et les types d'avions qui furent utilisés, nous allons nous pencher maintenant sur la manière dont ce flux aérien fut canalisé. Les Occidentaux ne disposaient que de 3 couloirs aériens pour rejoindre Berlin et en revenir. Le couloir nord sur l'axe Berlin-Hambourg,
le couloir central sur l'axe Berlin-Buchbourg et le couloir sud sur l'axe Berlin-Francfort. Chaque couloir était large de 20 nautiques. Le couloir nord fut réservé aux vols décollant des aéroports de la zone anglaise et le couloir sud pour les vols décollant des aéroports américains à destination de Berlin. Le couloir central restant exclusivement réservé pour les vols retour, cela afin d'éviter de gérer des flux contraires dans les couloirs. Le principal enjeu des pilotes était de rester dans leur couloir sans en sortir au risque de se faire arraisonner par les soviétiques. Pour les aider à suivre leur route, les pilotes pouvaient compter sur un nombre conséquent de balises de radionavigation. Elles étaient de deux types différents. Celles qui donnaient la position de l'avion par rapport à un axe, les balises de navigation, et celles qui donnaient une direction pour les rejoindre, les radiobalises. Les balises de navigation permettaient de localiser l'avion par rapport à un axe. Elles s'appuyaient sur le principe de la modulation d'amplitude. Elles émettaient un signal de fréquence différent que l'on soit à gauche ou à droite de l'axe. Concrètement, à gauche, l'avion captait un signal fait de bip long suivi d'un bip court, et à droite, un bip court suivi d'un bip long. Si l'avion était exactement sur l'axe, les deux signaux se superposaient en un signal continu. Installées aux entrées et sorties des couloirs, ces balises étaient principalement utilisées pour guider les pilotes afin qu'ils ne déviassent pas de leur trajectoire. Quant aux balises radio, elles indiquaient la direction à suivre pour les rejoindre et étaient utilisées principalement pour les points tournants. Mais ces deux types de balises avaient un inconvénient. Elles ne donnaient pas la distance entre elles et l'avion, ce qui compliquait la tâche du pilote pour estimer son heure de survol de la balise. Excepté pour les avions britanniques de la Royal Air Force qui utilisaient des balises de navigation Eureka, fonctionnant de concert avec un récepteur Rebecca dans l'avion. En plus de fournir l'indication de localisation de l'avion par rapport à un axe, le pilote pouvait connaître la distance entre lui et la balise. Pour assurer les atterrissages par n'importe quel temps et moment de la journée, les aéroports disposaient de systèmes d'aide à l'atterrissage. Il y en avait de deux types différents. Le GCA pour Ground Control Approach américain et le BAPS anglais pour Beam Approach Beacon System. Le BAPS était basé sur le même principe que les balises de navigation Eureka. Grâce à un équipement embarqué dans l'avion et une balise au seuil de piste, il était possible de localiser l'avion par rapport à l'axe de la piste. Deux balises complétaient le système, une dite extérieure et une dite inférieure. En plus d'indiquer la distance restante à parcourir avant la piste, le survol des balises permettait au pilote de contrôler son altitude pour savoir s'il n'était pas trop haut ou trop bas par rapport à son plan de descente. Le GCA était un système d'approche radar exploité depuis le sol uniquement. Grâce à une image radar, le contrôleur aérien guidait le pilote jusqu'à l'atterrissage. La méthode comprenait deux phases. Une phase initiale durant laquelle le contrôleur guidait l'avion en palier jusqu'à ce qu'il s'aligne sur l'axe de piste, puis une phase finale où le contrôleur guidait l'avion à la fois sur l'axe longitudinal et vertical. En ce début de blocus, un GCA pouvait poser un avion toutes les 15 minutes. Les pilotes devaient respecter des conditions minimales pour atterrir en cas de mauvaise météo, un plafond de 200 pieds et une visibilité d'un demi-nautique. Ces minima étaient rehaussés à 400 pieds pour un nautique à Tempelhof à cause de la présence d'immeubles dans la finale. Si en dessous de ces minima les pilotes ne voyaient toujours pas la piste, ils devaient remettre les gaz. En vol, les avions étaient pris en charge par des contrôleurs aériens présents dans les centres de contrôle. Ils avaient pour tâche de les guider, assurer la séparation entre eux et, le cas échéant, leur fournir une assistance. Il y avait 3 centres principaux. Un Air Traffic Control Center en zone américaine à Francfort, un Air Traffic Control Center en zone britannique à Bad Eilsen et le Berlin Air Safety Center ou BASC. À l'intérieur, on y trouvait du personnel américain, anglais et français ainsi que russe. Leur présence était nécessaire pour la coordination. Les avions empruntant le couloir nord entraient d'abord en contact avec les contrôleurs de Bad Eilsen, alors que les avions empruntant le couloir sud étaient gérés par le centre de contrôle de Francfort. À proximité de Berlin, les pilotes passaient avec les contrôleurs aériens du centre de Berlin pour la phase d'approche, avant de finir avec les contrôleurs aériens des aéroports. À cette époque, les personnels travaillant dans les centres de contrôle aérien étaient formés pour gérer un petit nombre d'avions à la fois.
Ils travaillaient avec des méthodes anciennes en positionnant les avions et leur altitude à la main sur des cartes murales en fonction des reports de position faits par les pilotes. Les contrôleurs devaient être capables d'assurer les séparations entre avions et de faire descendre les avions entrant dans la zone de Berlin vers leur altitude d'approche. Ces méthodes étaient inadaptées pour gérer ce genre de problématique. Pour gérer la séparation entre avions et donner des autorisations de montée ou de descente, il faut être certain de la position des avions dans le ciel. Un simple symbole sur une carte murale, bougé manuellement, ne saurait apporter la précision nécessaire à une telle tâche. Les contrôleurs tours localisés sur les aéroports rencontrèrent également des problèmes suite à la hausse du trafic et se retrouvèrent rapidement débordés. La première mesure prise fut d'allouer un contrôleur pour les décollages et un contrôleur pour les atterrissages, chacun ayant sa propre fréquence radio, ce qui contribua à saturer très vite les fréquences disponibles. En effet, l'allocation des fréquences de communication posa un problème. Si, au début du blocus, la plupart des avions étaient équipés avec des radios à 4 canaux, comme le C-47 ou le Toucan, très vite, la nécessité de fonctionner avec plus de canaux se fit sentir. Nous l'avons vu, un avion allant vers Berlin entrait en contact avec un certain nombre de contrôleurs aériens, tous sur des fréquences radio différentes. En moyenne, ils pouvaient contacter entre 5 et 8 fréquences différentes. Cela allait empirer lorsque le 3e aéroport de Tegel allait être opérationnel dans la zone de Berlin. Passer avec des radios à 8 ou 12 canaux devint nécessaire. Si les modèles d'avions York, C-54 et Hastings purent en être équipés, ce ne fut jamais le cas pour les C-47 et certains avions civils, ce qui posa des problèmes jusqu'à la fin du blocus. Les postes radio de l'époque disposaient de fréquences préinstallées à l'avance. Elles utilisaient des circuits à quartz calibrés pour une fréquence donnée. Pour changer de fréquence, il fallait physiquement changer de quartz, ce qui était impossible à faire en vol. Donc, avec des radios 4 canaux, les avions décollaient avec la capacité de ne pouvoir contacter uniquement que 4 fréquences. Les débuts furent chaotiques et les Occidentaux peinaient à tout organiser. On manquait de tout, d'avions, de personnel navigant, de mécaniciens, d'infrastructures pour accueillir les avions. À ce stade des événements, il n'y avait pas encore de coopération. Chacun s'organisait dans son coin. Les Américains créèrent la First Airlift Task Force, placée sous le commandement du général Smith par le lieutenant-général Curtis LeMay, commandant des forces aériennes américaines en Europe. L'avion dont il disposait en plus grand nombre était le C-47, mais il le jugeait peu compatible avec les impératifs de tonnage journalier à fournir et préférait utiliser des C-54 Skymaster. Cet avion présentait un gain de charge et de vitesse par rapport au C-47. Mais le problème fut qu'il ne disposait que de 2 C-54 en Europe. En conséquence, ils s'efforcèrent de trouver le plus de C-54 Skymaster disponibles, aussi bien dans l'US Air Force que dans la Navy ou le marché civil. Les prix de vente des C-54 d'occasion flambèrent. Ils rametèrent également 5 C-82 Packet et quelques C-74 Globemaster pour le transport de charges lourdes et volumineuses. Du côté anglais, ce fut le 46e groupe du Transport Command de la Royal Air Force qui prit le commandement des opérations. Ils utilisèrent principalement une quarantaine de C-47 sur un total de 112 disponibles et une trentaine d'Avro York. Ils firent également appel à 2 escadrons d'Avro Sunderland. Ce gros hydravion, habitué à l'air marin, leur permit de transporter le sel sans risque de corrosion de la machine. Ils décollaient depuis un plan d'eau sur l'Elbe à Finkenwerder, près de Hambourg, pour prendre la direction de Berlin et un plan d'eau sur la rivière Havel, près de Gatow. Ils furent retirés en décembre du fait des rivières gelées. Par manque d'avions, les Britanniques firent appel également à des sociétés civiles, notamment pour le transport de carburant. À cette époque, le transport de carburant se faisait par bidon, un procédé qui compliquait le chargement et son arrimage dans la carlingue. La probabilité que les sangles lâchent en cas de turbulence rendait le vol dangereux. Il se trouvait, à cette époque, que certaines compagnies aériennes comme la Flight Refueling Limited étaient spécialisées dans l'utilisation d'avions citernes pour le ravitaillement en vol des avions. Leurs avions s'avérèrent très utiles. La quasi-totalité du carburant transporté le fut par les Britanniques. 550 tonnes par jour
livrés en Lancastrian, Alton, Tudor et Liberator, spécialement modifiés en citernes volantes pour cette tâche. D'autres compagnies aériennes civiles britanniques furent également engagées pour le transport de fret et de passagers. Mais ce ne fut pas si simple de les intégrer au flux aérien. Leurs avions étaient souvent sous-équipés et ils n'étaient pas autonomes du point de vue de la maintenance. Dans la plupart des cas, ils firent appel au stock de la Royal Air Force. Quant aux Français, ils firent avec ce qu'ils avaient, sachant que la plupart de leurs moyens étaient accaparés par le théâtre indo-chinois et que les Américains refusaient de leur livrer des avions modernes, de peur qu'ils soient détournés justement pour ce théâtre d'opération. Ils n'approuvaient pas l'intervention française en Indochine. De plus, cette crise arriva au mauvais moment pour la France. Son industrie avait un important retard à rattraper. Durant l'occupation, les bureaux d'études français tournèrent au ralenti, produisant très peu de prototypes et aucun avion moderne. Et si en 1948, de nouveaux avions prometteurs comme le Nord Atlas ou le Breguet de Pont étaient en cours de conception, ils ne pouvaient être prêts à temps pour participer aux opérations. Pour le pont aérien de Berlin, les Français ne purent compter que sur une douzaine de Junkers 52 Toucan. Les opérations aériennes furent confiées à la 61e escadre, avec les groupes de transport 161 Touraine, 261 Maine et 361 Poitou. Les avions opérèrent initialement depuis les aérodromes américains. Mais au vu de leur performance inadaptée, trop lents et ne pouvant transporter de fortes charges, et de leur équipement de radionavigation obsolète, ils ne purent s'intégrer facilement au flux américain. Dès le début, ils rencontrèrent des problèmes comme lors du premier vol avec le commandant du 261 Maine aux commandes. Trop lent, son Toucan avait été placé à basse altitude, sous le flux américain pour ne pas les gêner. Les mauvaises conditions météorologiques et la basse altitude l'empêchèrent d'accrocher la radiobalise de sortie. Le navigateur, faisant de son mieux en navigation à vue, ne put éviter de sortir du corridor sud pour se retrouver en plein secteur soviétique. L'équipage réussit à rejoindre la sécurité de la zone de Berlin, non sans avoir vu au loin des chasseurs soviétiques décoller à leur rencontre. Assez vite, les Junkers 52 furent envoyés dans le corridor nord. Les Anglais avaient l'habitude d'opérer plusieurs types d'avions aux performances différentes. Mais cela n'arrangea pas le problème. Les Toucans n'y avaient pas leur place. Ce sentiment était également partagé par les équipages français. Ces derniers ressentaient une certaine humiliation à voler sur ces machines, alors que les Anglo-Américains fournissaient un effort considérable. Cet état d'esprit fut attesté dans une note du 261 Maine en date du 10 septembre 1948. Je cite : « Les équipages français des Junkers 52 sont les premiers à admettre qu'ils ne peuvent plus être inclus dans le trafic aérien. » Plus loin, il rajoute : « Aptes à voler sur matériel moderne, ils sont navrés d'être encore sur Toucan et ils se sentent relégués à une classe inférieure. » Le mois d'août 1948 sonna le glas du Toucan. Un avion en panne de radiocompas avec une mauvaise liaison radio sema la pagaille dans l'espace aérien berlinois. Le plafond était bas et la visibilité médiocre. Afin de l'aider, les contrôleurs aériens demandèrent à tous les avions de quitter la zone et de regagner leur base de départ pour permettre au Toucan de se poser en toute sécurité à Tempelhof. Ce fut la dernière mission des Toucans sur Berlin. Ils furent renvoyés en France et remplacés le 19 août par 4 C-47 du Touraine. Pour pouvoir délivrer le quota journalier de marchandises, les Américains avaient calculé qu'il fallait un avion toutes les 3 minutes en entrée du couloir sud. Par contre, ils avaient un problème pour fluidifier ce trafic. Les avions provenaient de 2 aéroports différents. Les contrôleurs avaient donc 2 flux aériens convergents à intercaler. Comme il n'y avait pas de radar dans cette zone, les contrôleurs avaient toutes les peines du monde à évaluer les distances entre chaque avion. La méthode la plus simple était le report de position. Chaque pilote passant une balise d'entrée devait donner son heure de survol. Ainsi, le pilote suivant, lorsqu'il survolait à son tour la balise, pouvait estimer la distance qui le séparait de l'avion qui le précédait. Mais comme les pilotes ne connaissaient pas la distance qu'il leur restait à parcourir jusqu'à la balise d'entrée, ils ne pouvaient qu'estimer leur heure de passage. Ce qui est relativement imprécis lorsque vous voulez un passage toutes les 3 minutes sur la balise. Imaginez la difficulté supplémentaire lorsqu'il y a 2 flux d'avions venant de 2 directions différentes. Les Américains
mirent alors au point la méthode du bloc. Le bloc correspondait à une plage horaire attribuée à un seul aéroport, durant laquelle seuls les avions de cet aéroport étaient autorisés à décoller. Les décollages étaient cadencés toutes les 4 minutes. Cela permettait d'une part de contrôler un seul flux suivant la même route, et d'autre part, cela permettait dès le décollage de séparer les avions entre eux de 4 minutes. Par contre, les avions devaient être du même type, avec des performances de vitesse identiques. Généralement, ils tournaient avec un bloc de 4 heures, durée qui correspondait au temps moyen d'un aller-retour avec des chargements sur Berlin pour un C-54. Mais le bloc avait 3 inconvénients. Il obligeait les derniers avions du bloc à attendre moteur tournant leur décollage. Il obligeait les équipes au sol de chargement d'attendre le retour du bloc. Et lorsque les avions approchaient de la zone de Berlin, il fallait les faire descendre à leur altitude d'approche. À l'intérieur du couloir, les avions étaient espacés en altitude et en distance pour voler en toute sécurité. Ils s'étageaient de 1000 pieds en 1000 pieds. Le premier entrant dans le couloir prenait l'altitude de 5000 pieds, puis le second de 6000, ainsi de suite jusqu'à 10 000 pieds, puis il recommençait à 5000. Avec cette technique, vous aviez une séparation de 15 minutes entre 2 avions volant à la même altitude, mais par contre, en sortie du couloir, il restait à résoudre le problème de la descente de l'avion vers son altitude d'approche, comprise entre 2000 et 2500 pieds. Initialement, pour aller vers Berlin, l'avion passait par 2 phases de vol identifiées. La phase en route, lorsque l'avion était en croisière stabilisée en altitude, et la phase approche et atterrissage, lorsque l'avion était à basse altitude dans le circuit d'approche de l'aéroport pour se poser. Mais face aux difficultés rencontrées pour faire descendre les avions, une 3e phase dite de descente fut ajoutée. Phase durant laquelle les avions étaient spécifiquement pris en charge et amenés à leur altitude d'approche par des contrôleurs aériens dédiés. Le contrôle de Berlin-Tempelhof avait donc pour tâche de délivrer les avions aux contrôleurs d'aéroport correctement espacés entre eux, à la bonne altitude, au point initial d'approche. Pour y arriver, les contrôleurs aériens utilisaient principalement la méthode de l'hippodrome. Cette méthode consistait à faire tourner les avions en hippodrome, les uns au-dessus des autres, par paliers de 1000 pieds, à la verticale d'une radiobalise. Un avion avait l'autorisation de descendre au palier suivant, uniquement si ce dernier était libre. Cela prenait du temps, mais permettait de gérer la situation en toute sécurité et sans radar. Concernant le couloir nord, géré par les Anglais, les contraintes opérationnelles étaient moins lourdes, notamment grâce au fait que les avions pouvaient voler bas, le relief étant composé exclusivement de plaines. Souvent, l'avion arrivait dans la zone de Berlin déjà à l'altitude d'approche. De plus, les avions de la Royal Air Force avaient un avantage, avec leur système de radiobalise Eureka. Rappelez-vous, le système permettait à l'avion de connaître sa distance par rapport à la balise. Connaissant votre vitesse et cette distance, vous pouvez calculer facilement votre temps de vol. Donc, pour les opérations britanniques, le contrôle donnait une heure de passage au-dessus de la balise d'entrée à chaque avion. Le pilote devant respecter cette heure en régulant son temps de vol par l'ajustement de sa vitesse. Ce qui facilitait grandement la gestion des flux, permettant aux avions de la Royal Air Force de fonctionner en noria, c'est-à-dire que dès qu'un avion était prêt, il décollait. Le flux était continu. Habituellement, les Anglais faisaient voler au même niveau les avions de même type. Concernant le couloir central, les Anglais utilisaient des altitudes basses et les Américains utilisaient des altitudes plus hautes. Le 29 juillet, le général Curtis LeMay nomma le général Tunner à la tête de la première Airlift Task Force, en remplacement du général Smith. Non que ce dernier fût incompétent, mais le général Tunner était un spécialiste du pont aérien. Il avait déjà dirigé durant la Seconde Guerre mondiale le pont aérien entre l'Inde et la Chine, plus connu sous le nom du Hump. Ce changement de commandement faisait suite aux demandes répétées de donner la direction des opérations au MATS, le Military Air Transport Service, qui regroupait les activités de transport aérien de la Navy et de l'US Air Force. L'idée était de donner les clés de l'organisation aux spécialistes du sujet. Le pont aérien se mettait en place petit à petit
évitant les incidents majeurs jusqu'à ce jour fatidique du vendredi 13 août 1948. Cette date resta dans l'histoire sous le nom de Black Friday. Ce jour-là, des nuages bas et une pluie incessante réduisaient la visibilité. Malgré les perturbations que ce mauvais temps faisait subir aux radars, les contrôleurs aériens maintenirent tant bien que mal leur cadence jusqu'à ce qu'un C-54, ratant son atterrissage, s'écrasa en bout de piste. À peine l'accident arrivé, un deuxième Skymaster toucha ses roues sur la piste. À fond sur les freins, l'équipage réussit à s'arrêter in extremis avant qu'ils ne s'encastrent dans l'épave en feu devant eux. Mais leurs freins et leurs pneus furent irrémédiablement endommagés. Alors qu'un drame venait d'être évité, un troisième avion se présentait déjà pour se poser sur cette piste encombrée. Le pilote se détourna alors sur ce qu'il crut être une piste qui était en fait la deuxième piste en cours de construction et s'y immobilisa après avoir fait un 180 degrés en glissant. Avec l'unique piste fermée interdisant tout atterrissage, les contrôleurs aériens mirent les avions en hippodrome d'attente, étagés de 1000 pieds en 1000 pieds. Le plafond maximum fut très vite atteint alors que les avions continuaient d'arriver. Le ciel devint encombré de pilotes, demandant sans cesse des instructions aux aiguilleurs du ciel. Ces derniers commençaient à perdre le contrôle de la situation. Comprenant l'urgence d'intervenir, le général Tuner, présent dans l'un des C-54 orbitant au-dessus de l'aéroport, prit alors contact avec les contrôleurs aériens en leur ordonnant de renvoyer à leur base de départ tous les avions, qu'ils soient dans l'hippodrome ou en route pour Tempelhof, et de faire atterrir son avion dès que cela serait redevenu possible. Ce jour-là, le drame fut évité, et malgré les 3 avions accidentés, aucune victime humaine ne fut à déplorer. Les Américains tirèrent les leçons de cet événement en modifiant leur procédure d'arrivée et de départ. Il était clair maintenant que le pont aérien allait durer. Les Occidentaux allaient devoir mieux s'organiser. Le général Tuner avait un objectif, essayer de rendre le plus efficace possible le pont aérien. Prenant le problème dans son ensemble, il constata que l'organisation manquait de planification et de rationalisation des moyens. Plusieurs décisions furent prises. Limitation à un seul type d'avion, le C-54 Skymaster. Limitation du nombre d'avions opérationnels à 225. Tuner préférait jouer avec le taux d'utilisation des avions plutôt que leur nombre. Optimisation de la maintenance opérationnelle pour assurer un roulement des avions. Lorsque les 225 volaient, 75 autres C-54 étaient à divers stades de maintenance. Généralisation du vol aux instruments, même par temps clair. Mise en place d'un service météo avec une prévision à 1 semaine pour anticiper le pic de vol lors de beau temps et la baisse d'activité lors des périodes de mauvais temps. Et pour finir, ajout d'un aéroport supplémentaire dans la zone de Berlin. Ce fut l'aéroport de Tegel. Les premières victimes de ce plan furent les C-47. Sa faible vitesse, sa faible charge transportable et son équipement radio obsolète jouèrent en sa défaveur. En conséquence, au 1er octobre 1948, il n'y eut plus de C-47 américains en opération. Le 26 novembre, c'était au tour des C-47 civils anglais d'être retirés. Ensuite, conséquence directe du Black Friday, les pilotes ne pouvaient faire plus qu'une seule tentative pour se poser à Berlin. S'ils remettaient les gaz, ils devaient retourner à leur base de départ. Autre conséquence du Black Friday. Pour rejoindre l'altitude d'approche, les pilotes devaient descendre en continu sans faire de palier. Cette méthode, appelée descente continue, avait l'avantage de fluidifier le trafic par rapport à la mise en hippodrome. Les altitudes de transit du couloir sud furent modifiées et étagées de 500 pieds en 500 pieds sur 5 tranches, de 5000 à 7000 pieds. Puis, finalement, sur 3 altitudes, 5000, 6000 et 7000 pieds. L'arrivée de nouveaux C-54, toujours plus nombreux, commençait à atteindre la saturation sur les aéroports américains, ainsi que de réduire les capacités de vol dans le couloir sud. Le relief plus haut dans le couloir sud que dans les autres couloirs réduisait de facto le nombre de paliers en altitude disponibles et donc le nombre d'avions que l'on pouvait y faire entrer. Pour réduire la pression sur les opérations, des C-54 furent déportés en zone britannique sur les aérodromes de Fassberg et de Celle. Le couloir nord
présentait les avantages, en plus d'un relief bas, d'avoir une distance à parcourir plus faible et d'une meilleure météo. À titre de comparaison, un C-54 à Fassberg équivalait à 1,6 C-54 à Wiesbaden. Un nouveau problème apparut lorsque les Américains se déplacèrent sur les aérodromes anglais de Fassberg et de Celle. Les avions américains ne pouvaient pas être intégrés au système de desserte en continu appliqué par les Anglais. Pour résoudre le problème, ils optèrent pour un bloc de 1 heure pour limiter les temps d'attente. Si au début, les commandements anglais et américains restaient indépendants dans leur opération, très vite, le besoin d'un commandement central afin de coordonner les efforts se fit sentir. Le 18 octobre 1948, la Combined Airlift Task Force, la CALTF, fut créée. Les Américains fournissant l'effort principal, le général Tunner prit naturellement le commandement de cette Combined Airlift Task Force. La CALTF avait pour tâche de gérer les unités engagées opérationnellement. La gestion administrative des unités, par contre, restait sous la responsabilité de leur pays. Les premières mesures prises par la CALTF furent de mieux coordonner les flux de trafic des Anglais et Américains, améliorer la gestion de la zone de Berlin et de rayer du ciel les avions français. En effet, ils posaient plusieurs problèmes. Les pilotes ne parlaient pas anglais ou très peu. Leur équipement était obsolète, notamment les radios 4 fréquences. Et surtout, ils étaient trop peu nombreux pour que l'on perde du temps et de l'énergie pour les intégrer au système. Le dernier vol d'un avion français fut effectué le 19 décembre 1948. À cette date, ils avaient à leur actif 424 rotations en 2470 heures et avaient transporté 10 367 passagers et 856 tonnes de fret. Seule la Royal Air Force continua d'utiliser des C-47. Pour pallier l'arrêt des vols français, un accord fut passé avec les Américains pour que ces derniers prennent en charge le transport de marchandises à destination du contingent français. Mais il y eut des frictions. Les pilotes américains n'étaient pas d'accord de transporter les bouteilles de vin prévues dans la ration quotidienne du soldat français. Le général Tunner coupa court à toute protestation en leur rappelant que c'était un ordre et qu'il fallait obéir. L'éviction des avions français ne signifiait pas la fin de l'implication française dans les opérations. Pour pouvoir transporter assez de marchandises en 24 heures, il s'avéra nécessaire de disposer d'un 3e aéroport à Berlin. Et ce fut en zone française qu'il fut décidé de le construire. Le 5 août 1948 débuta la construction de l'aéroport de Tegel. Le 5 novembre 1948, il fut ouvert pour des opérations limitées et le 1er décembre, il devint pleinement opérationnel. En moins de 4 mois, les Français, aidés par du matériel américain et de plus de 20 000 ouvriers allemands, firent sortir de terre un tout nouvel aéroport. Mais il restait un problème, forçant les Français à l'audace pour le résoudre. 2 grandes tours de communication soviétiques, hautes de 80 à 120 mètres, étaient positionnées dans l'axe d'approche de Tegel, en plein territoire français. Elles gênaient fortement les manœuvres aériennes, empêchant l'aéroport d'être utilisé à sa pleine capacité. Le général de brigade, Jean Ganneval, adressa plusieurs requêtes aux Russes demandant de les enlever. Ces messages laissés sans réponse, le général Ganneval, sur sa propre initiative, décida de les faire sauter. Le 15 décembre 1948, plus qu'un coup d'éclat, ce fut un coup politique. Ces antennes représentaient l'ambition territoriale soviétique sur la zone occidentale. Les faire sauter signifia que les Occidentaux ne feraient plus un pas en arrière. En plus d'avoir envoyé un message ferme aux Russes, les Français, par cette action, avaient renforcé le moral des Berlinois. En hommage à cette action, un des ponts sur la Spree fut renommé du nom du général. Au cours du mois de décembre 1948, les Occidentaux transportèrent 141 438 tonnes en 16 492 vols, ce qui fit une moyenne de 4 562 tonnes par jour en 532 vols avec un atterrissage toutes les 2,7 minutes dans la zone de Berlin. Pour arriver à ce résultat, en plus des nouveaux moyens techniques et le 3e aéroport de Tegel, la CATLF avait anticipé le mauvais temps en prenant en compte le givrage, les nuages et les turbulences. Cela impliquait d'avoir un service d'observation et de prévision météorologique performant.
Une bonne prévision météorologique permettait d'anticiper le nombre de vols qui pourraient être faits. À cet effet, des prévisions de 4 à 7 jours étaient faites pour le moyen terme et des prévisions allant jusqu'à 3 mois pour le long terme. Si la plupart des observations étaient faites par l'évaluation d'un observateur, la CATLF s'aperçut que la mesure humaine ne suffisait plus. Ils commencèrent à utiliser des équipements de télémesure pour avoir la visibilité et le plafond au seuil de piste, ainsi que la force et la direction du vent. Pour les hautes altitudes, un équipement de radioréception SCR 658 avait été installé à Tempelhof. Il permettait de suivre et recevoir les signaux radio émis de ballons météo en altitude, contenant la force et la direction du vent, la température, l'humidité et la pression de l'air. Pour communiquer les bulletins météorologiques en temps réel, un système de conférence téléphonique, le Teletalk, fut mis en place par les Américains à destination des aéroports et des centres de contrôle afin que tout le monde puisse avoir la même situation météo en tête. En résumé, en l'espace de 6 mois, les Occidentaux avaient réussi à mettre en place une organisation robuste et efficace, s'appuyant sur les dernières avancées technologiques. Le 18 octobre 1948, le jour de la célébration de la naissance de l'US Air Force, les Américains décidèrent de donner tout ce qu'ils avaient pour battre le record de tonnage journalier. En 24 heures, les Américains délivrèrent 5582 tonnes auxquelles il fallait rajouter 1405 tonnes délivrées par les Anglais pour un total de 6987 tonnes. Et l'aéroport de Tegel n'était pas encore construit. Cela signifiait que 5 tonnes de fret avaient atterri toutes les minutes dans la zone de Berlin. Nous sommes en janvier 1949. Toutes les conditions étaient réunies pour atteindre le tonnage journalier attendu et même le dépasser. Les procédures étaient rodées, permettant aux avions de voler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les Américains avaient acquis maintenant une certaine maîtrise. Avec le temps et l'expérience, ils surent mieux anticiper leur flux ainsi que les temps de vol. Fini le temps des blocs de 4 heures. C'est le temps de la Noria et du règne du Skymaster. Un time slot, une heure de passage sur une balise, était alloué à chaque avion, quel que soit l'aéroport de départ. Dans le couloir sud, les avions furent étagés sur 2 paliers, 5000 et 6000 pieds, espaçant de 6 minutes les avions à la même altitude. Par jour de beau temps, les séparations entre ces paliers pouvaient être réduites à 500 pieds. En milieu de couloir, les pilotes pouvaient contrôler leur espacement grâce à un signal radio perpendiculaire servant de point de report. Grâce à ce dernier, le contrôleur pouvait faire débuter les descentes à 70 nautiques de la balise de sortie, juste avant que le nouveau radar CPS-5 de Berlin ne les capture à 60 nautiques de Tempelhof. Grâce à ce radar, les contrôleurs pouvaient alors amener les avions en leur donnant des caps à suivre directement vers les circuits d'approche pour les transférer aux contrôleurs d'aérodrome 6 nautiques avant la piste et à la bonne altitude. C'était alors au GCA de prendre en fréquence l'avion. Les contrôleurs aériens du GCA étaient plus performants, mieux entraînés. Recevoir les avions déjà à l'altitude d'approche et au bon endroit les faisait passer d'un atterrissage toutes les 15 minutes à un atterrissage toutes les 8 à 7 minutes. L'ajout d'une fréquence pour le contrôleur initial et une autre fréquence pour le contrôleur final leur avait permis de faire encore mieux avec un atterrissage toutes les 4 à 3 minutes. Pour les opérations de nuit, les pistes étaient maintenant équipées de phares d'atterrissage. Côté couloir nord, les paliers dépendaient de l'aérodrome de départ. Les avions étaient dispatchés par vagues. Seuls les C-54 de Celle et Fassberg utilisaient encore la technique du bloc de 1 heure. Pour les retours, les avions qui rentraient vers Fassberg, Wunstorf et Celle prenaient le couloir central à 2000 ou 2500 pieds, alors que les avions rentrés vers Fuhlsbüttel et Schleswig-Land repassaient par le couloir nord à 1000 pieds. Les pistes en dur avaient remplacé les pistes initiales en plaques perforées ou en herbe. Elles étaient capables de soutenir la pression des atterrissages et décollages quotidiens. Gatow et Tempelhof disposaient chacun de 2 pistes, une pour les décollages et une pour les atterrissages. Et une seconde piste était en construction à Tegel. Et les aéroports de départ n'étaient pas en reste. Leurs pistes avaient également été rallongées, renforcées et des aires de parking et de chargement ajoutées. Il fallait entre 7 et 25 minutes à un avion pour être rechargé et refuelé, prêt à redécoller pour Berlin. Dès l'atterrissage, le pilote déployait un jeu de panneaux de différentes couleurs
indiquant de quoi l'avion avait besoin. Un avion empruntant le couloir sud pouvait effectuer jusqu'à 4 missions en 24 heures, alors qu'un avion dans le couloir nord pouvait aller jusqu'à 6. À chaque avion étaient assignés 3 équipages. Un équipage volait entre 12 et 14 heures, ce qui représentait 2 missions, puis partait au repos pour 24 heures. Les procédures de vol étaient strictes et devaient être suivies à la lettre. Tous les 30 jours au moins, les pilotes subissaient un contrôle en vol par un instructeur. La zone de Berlin était donc bien congestionnée. Au plus fort du blocus, on pouvait avoir un mouvement toutes les 30 secondes. Cela faisait beaucoup d'avions dans un espace restreint. Avec 586 000 heures de vol effectuées durant les 12 mois de blocus, un peu plus d'une vingtaine d'avions furent irrémédiablement détruits, pour la perte d'une centaine de personnes, toutes nationalités confondues, ce qui reste assez faible au vu des forces engagées. Pour atteindre ce score, en plus d'avoir adapté les méthodes de travail en les simplifiant, comme l'utilisation de la descente continue, ou bien la ségrégation des couloirs en altitude, ou encore le fait de ne faire qu'une seule tentative pour atterrir, des procédures d'urgence avaient également été mises en place. Des altitudes avaient été gardées libres pour les avions en détresse. En cas d'urgence, ils tournaient la tête au flux et rejoignaient ces altitudes. S'ils perdaient un moteur, ils pouvaient rester dans le flux si le pilote estimait qu'il pouvait maintenir des minima de sécurité. Mais ils devaient aller se poser à Tegel ou Gatow, dont les procédures étaient moins complexes et plus propices à y intégrer dans le circuit un avion non prévu. Ils avaient également prévu des pistes ou plutôt des champs de dégagement en cas d'atterrissage d'urgence, et ce, afin de ne pas bloquer les pistes. La population allemande ne resta pas non plus les bras croisés. Les besoins en main-d'œuvre furent immenses et les Allemands furent mobilisés, aussi bien pour aider à la construction des structures aéroportuaires que pour charger et décharger les avions, ou encore pour travailler sur la maintenance. Sur la fin du blocus, les mécaniciens allemands représentèrent jusqu'à 85% de l'effectif d'un escadron américain. En ce début d'année 1949, les opérations furent si bien rodées que les Occidentaux augmentèrent à 5620 tonnes le besoin journalier. En définitive, la cible visée était de 8000 tonnes par jour de beau temps et 4600 tonnes par jour de mauvais temps. La principale marchandise transportée fut le charbon, essentiel pour faire fonctionner le chauffage et les centrales électriques. Cela représenta 65% du tonnage total transporté. Mais la ville ne se contentait pas de recevoir. Il y avait également des exportations. 81 000 tonnes 730 furent transportées depuis Berlin vers la zone occidentale. Ce fut principalement des biens produits par les usines de la ville, comme des ampoules de Siemens. Le transport de passagers fut également une activité importante du pont aérien. Le besoin constant de déplacer du personnel administratif entre les différentes zones poussèrent les Occidentaux à mettre en place des vols de passagers réguliers dès le 18 août 1948. Ils déplacèrent également des malades et des nourrissons afin de désengorger les hôpitaux, ou encore des enfants pour les soustraire à cette situation difficile. En tout, 227 655 passagers allemands comme américains, anglais ou français furent transportés. Puisque nous en sommes à parler de marchandises transportées, il y a une histoire que l'on se doit de raconter à chaque fois que l'on parle du pont aérien de Berlin. C'est l'histoire du Candy Bomber. En août 1948, sur son initiative personnelle, le premier lieutenant Gail Alversen décida de rendre plus facile la vie des petits Berlinois en leur parachutant des bonbons depuis son cockpit au moment de l'atterrissage à Tempelhof. Il fit parler de lui jusque dans les plus hautes sphères du commandement. Très vite, les autorités occidentales se rendirent compte de l'impact positif qu'elle avait sur la population et son moral. Ce blocus n'était pas une partie de plaisir pour la population. Elle restait affamée et manquait de tout. Nous l'avons vu, le pont aérien a mis du temps pour s'organiser. Et au début, nous étions loin des 4500 tonnes minimales nécessaires. L'opération fut pérennisée et médiatisée. Des 4 coins des USA, ce fut par centaines que des paquets de friandises convergèrent vers l'Allemagne pour que les pilotes américains puissent les parachuter lors de leur approche. Les Américains éditèrent un journal, le Task Force Time, dans lequel ils diffusaient des articles et des informations sur le pont aérien. Ils y publièrent également les tonnages mensuels par escadrille et par nation. En plus de permettre d'informer les Russes sur les performances du trafic, Thuner y voyait également un moyen d'entretenir un certain esprit de compétition pour pousser les équipages et les équipes de chargement à se dépasser. Les records de tonnage transportés tombèrent tous les mois, toutes les semaines, tous les jours.
Tout cela alors que le tonnage journalier avait été rehaussé à 5620 tonnes. Le record fut même explosé lors de la Easter Parade en avril 1949. En un jour, les Occidentaux délivrèrent 12 849 tonnes. La barre des 12 000 tonnes avait été franchie. Tout devenait possible. Les Russes ne restèrent pas inactifs face à ces chiffres. Ils essayèrent par tous les moyens de gêner les opérations aériennes. Il n'était pas rare de voir des avions de chasse voler à proximité des avions occidentaux, ou encore d'observer des tirs anti-aériens à proximité des couloirs. Il leur arrivait également de faire ces tirs directement à l'intérieur des couloirs avec un préavis d'1 heure et demie. Les Russes élevèrent également des ballons le long des couloirs, rajoutant un stress certain aux équipages les jours de mauvais temps. Il ne fallait pas dévier de la route au risque de rentrer en collision avec un de ces ballons. La nuit, des projecteurs visaient les yeux des pilotes, ou encore, plus particulier, les Russes envoyèrent des lettres anonymes aux pilotes révélant l'adultère de leur fiancé ou leur femme restée au pays. Les Russes ne croyaient pas à un succès du pont aérien et bloquèrent toutes les discussions diplomatiques dans l'espoir que les Occidentaux jetteraient l'éponge en premier. Ils misèrent également sur la venue de l'hiver et les complications qu'il entraînerait immanquablement dans son sillage. Mais en décembre, voyant que le pont aérien tenait, ils intensifièrent leurs nuisances sur les vols avec le brouillage des radars, des balises de navigation, des communications, et en tirant à proximité des avions écornant les couloirs. En tout, 733 incidents furent reportés. Les Occidentaux fournirent un effort considérable pour faire de ce pont aérien une réussite. Durant les 12 mois d'existence du pont aérien, 266 600 sorties furent effectuées par les avions occidentaux transportant 2 407 239 tonnes de marchandises. Si au début, ils ne furent capables de délivrer que 2000 tonnes par jour, l'optimisation des opérations leur permirent d'être en capacité de délivrer entre 6 et 7000 tonnes par jour, avec certains jours des pics à plus de 10 000. Mais cela ne fut en définitive rendu possible que grâce à la force de frappe des Américains. Avec leur flotte de C-54, ils transportèrent 76% du tonnage total. Les Anglais firent de leur mieux, mais leur flotte d'avions de transport fut rapidement obsolète. Les C-47 chargeaient peu, et les Lancastrians ou Alton, s'ils pouvaient porter facilement 6 tonnes de fret, ils restaient néanmoins des bombardiers modifiés, avec une cellule étroite et inadaptée au transport de marchandises. Et s'ils disposaient fin 1948 d'un avion moderne, le Hastings, ils furent trop peu nombreux pour améliorer les opérations anglaises. Ces quelques 266 600 sorties furent effectuées par un peu plus de 380 avions. En tout, 225 C-54 américains et un peu plus de 150 avions anglais furent utilisés durant le pont aérien. Le général Turner avait pris le problème dans son ensemble en traitant aussi bien le nombre d'avions, l'approvisionnement en marchandises des aéroports de départ, que les capacités d'accueil des avions au sol ou encore la maintenance des moteurs. Ce fut lors d'une discussion avec le général allemand Hans Detlef von Roden que le général Turner eut la confirmation qu'il prenait la bonne direction. Le général allemand lui confia que si la Luftwaffe avait failli à ravitailler la poche de Stalingrad, ce ne fut ni à cause de la chasse russe, ni à cause de la météo, mais bien du manque de rationalisation des moyens. Trop d'avions à louer, trop de types différents, trop de maintenance à faire, et trop peu d'aéroports préparés. Mais le pont aérien de Berlin fut aussi un champ d'expérimentation pour ce qui deviendra le transport aérien moderne tel que nous le connaissons de nos jours. Descente continue, hippodrome, centre de contrôle en route, centre de contrôle en approche, time slot sont entrés dans le vocabulaire commun de nos contrôleurs aériens. Des experts du monde entier vinrent en visite d'inspection afin de s'en inspirer. Et si les équipements d'aide à l'atterrissage ou encore le radar existaient déjà, c'est lors du pont aérien qu'ils furent utilisés intensivement. Le pont aérien de Berlin a montré que l'on pouvait faire confiance à la technologie et qu'il était possible de faire voler un nombre important d'avions, quelles que soient les conditions météorologiques. Le 2 mai 1949, un Stratofighter se posa à Francfort pour des essais opérationnels. Sa charge utile de 15 tonnes offrait de nouvelles perspectives. Avec ce nouvel avion et les nouvelles pistes en construction à Gatow, Tegel et Tempelhof, le pont aérien pourrait bien durer 1000 ans. Devant l'inévitable, les Russes décidèrent de jeter l'éponge. Le 12 mai à minuit, le blocus fut levé. Staline venait de perdre une bataille diplomatique importante. Ce pont aérien avait su convaincre la population allemande. Les Occidentaux passèrent du statut d'occupant à celui d'allié. Ce changement de statut valait bien un pont aérien.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et la petite cloche. Pour finir, à nos amis lecteurs, je peux leur conseiller la lecture du polar De sang et d'acier de Harald Gilbert. Avec le début du blocus en trame de fond historique, l'auteur nous emmène à la chasse aux serial killers dans un Berlin pris en étau entre l'Ouest et l'Est. Merci encore d'avoir visionné ce sujet et je vous dis à bientôt.